Azul Fudawen, bonjour et aussi salam alaikum. C'est avec un grand plaisir et un grand honneur qu'on reçoit aujourd'hui les conférenciers qui ont déjà commencé à diffuser des émissions concernant l'environnement et la protection de l'environnement. Et la première question qu'on va poser aujourd'hui concerne bien sûr le choix de la thématique, le pourquoi de l'environnement en ces temps-ci. C'est une session de conférence qui a débuté au cours de cette semaine et les téléspectateurs, donc, ils se posent la question, le pourquoi. Est-ce que ça coïncide avec la journée internationale de l'environnement ou bien est-ce que c'est la situation actuelle qui impose le thème des conférences? Madame Belaïtouche, il faut rappeler, Madame Belaïtouche Fatima, directrice de l'environnement de la wilaya de Béjaïa, professeur Khoder Medani, directeur du Centre national de recherche en technique de l'agroalimentaire, professeur Selim Zagar, chercheur universitaire, et monsieur Hafid Mansouri, c'est un expert. Madame, donc, salam alaikum, merci beaucoup madame. Concernant la thématique de l'environnement, c'est par rapport au 5 juin, qui est une journée mondiale de l'environnement. Donc notre département ministériel, il a programmé tout le mois de juin pour cette festivité. Comme nous savons tous, l'environnement c'est l'actualité, donc à tout moment, à toute occasion, on essaie au moins de faire rappeler aux gens que notre environnement, là où on vit, il est vraiment malade. Donc c'est des cris de détresse, donc on doit faire attention. C'est un travail de collaboration avec l'université et le Centre national de recherche en technologie agroalimentaire. Nous avons programmé des thématiques par rapport à ces semaines. La première semaine, c'est l'environnement et la pandémie, Covid. La deuxième semaine, c'est l'agroalimentaire. Inch'Allah, il y aura les deux autres semaines. L'agriculture et l'agroalimentaire. Et professeur Medani, ma question, c'est que quelle est la relation, est-ce qu'il y a une relation vraiment très étroite entre la direction de l'environnement et la recherche scientifique à l'université de Béjaïa? Elle est plus qu'étroite. Tout d'abord, il y a une relation d'amitié et il y a aussi une relation professionnelle. Et il se trouve que, je peux donner à peu près un chiffre, 50% des mémoires que nous faisons à l'échelle master tournent sur les aspects de l'environnement, de l'écologie. Et à peu près, je pourrais donner un chiffre de 30% des sujets de doctorat que nous réalisons au sein de l'université tournent sur les aspects de l'environnement. Donc ça, c'est un aspect, mais on veut aller au-delà des aspects d'encadrement. On veut aller vers des relations durables avec la direction de l'environnement, sur des thématiques d'intérêt. On peut parler par exemple sur le déchet urbain, le déchet industriel, les déchets à haute toxicité, etc. Comme les déchets de l'agriculture, comment pouvoir trouver des solutions durables. Pourquoi? Parce que maintenant, le simple citoyen, d'ailleurs nous sommes avant tout des citoyens, une crise de l'aspect du déchet. Et il est grand temps que l'université, le centre de recherche, donc toute la dimension recherche, puisse donner des solutions durables pour le territoire. Non seulement durables, mais aussi viables. Et l'objectif de ces, ces visioconférences ou de ces conférences, c'est de réunir presque toutes les dimensions, parce qu'il n'y a pas que l'université qui va régler le problème de déchets. Donc on a mis à l'intérieur l'agriculteur, les gens de l'environnement, les gens du contrôle de qualité, les gens de la communication. Donc on a pris tous les acteurs, y compris du secteur privé. Donc des experts, des industriels qui vont venir à la 3e semaine. Donc tout le monde va débattre, donc va parler, va essayer de conférencer pour dire voici la problématique. Et après, ça va nous permettre d'aller plus loin, parce que ça ne va pas durer seulement un mois. Mais pour moi, ce n'est pas la journée mondiale de l'environnement, mais c'est la vie de l'environnement. Parce que c'est quelque chose d'éternel, c'est quelque chose qui ne devrait pas être fêté seulement pendant une seule journée. On devrait le fêter tous les jours, parce que l'aspect de l'environnement, elle l'a bien dit, Madame la directrice, c'est une affaire de tous. Et pour rebondir sur votre réponse, l'environnement est une affaire de tous, professeur Zabar, dans le comportement de l'être humain, ces derniers temps, on a vu qu'il y a un grand mouvement international qui revendique le mouvement vert.
Donc il y a eu une prise de conscience beaucoup plus chez les jeunes. Si on prend l'exemple de la France, de la Belgique, beaucoup de pays européens, ces derniers temps, ils ont revendiqué à ce qu'il y ait une grande protection de l'environnement. Oui, tout simplement, des approches qui s'intéressaient depuis les années 60 ou 70, donc c'est un champ plus approprié dans le domaine des sciences humaines et sociales, des approches émergentes, ce qu'on appelle des approches émergentes, avec les travaux de Vygotsky, qui dataient de 1930 et à la suite, ces travaux ont été traduits en langue américaine, et en langue française à partir des années 70. Donc là, c'est une théorie de ce qu'on appelle les niches culturelles. C'est une théorie qui donne plus d'importance à une approche environnementale. Donc, et de ce fait, plusieurs approches ont évolué. Donc ces approches émergentes donnent plus de l'importance à la préservation de l'écosystème. Et préserver l'écosystème, ce n'est pas uniquement leur domaine par prédilection des sciences et des chaires universitaires dans le domaine de la physique, dans le domaine de la chimie, et j'en passe, la protection des sols, mais une autre réflexion qui replace l'homme dans cette interaction, le système, donc un écosystème, il faut qu'il existe l'écoculture. Il faut qu'il existe une écoculture et par la suite, ce qu'on appelle l'écosystème, l'écoculture, j'oublie le troisième niveau. De ce fait de protéger l'écosystème et l'écoculture, c'est une question de socialisation. Via quoi? Via une approche éducative. Donc une éducation à l'environnement, qui va dire que cet écosystème doit passer par un processus de socialisation ou de scolarisation afin d'intervenir sur une conscience chez le jeune apprenant, et par la suite, dans la conception de tout ce qui est machine, de production technologique, va dans le sens de l'environnement. Vous formez un ingénieur dans n'importe quelle technologie, il doit penser automatiquement, c'est un réflexe, parce qu'il a subi un processus de socialisation, de scolarisation, afin de ne pas produire une machine qui est polluante. Et voilà ce qui a fait tout un mouvement par la suite qui a pris une sorte de structuration dans les universités, et par la suite c'est un mouvement associatif, et par la suite c'est devenu un mouvement politique affirmatif dans les grands débats politiques et dans les grands espaces aussi géographiques des entités politiques telles que l'Union européenne. Donc il y a toujours, chaque fois, le député des Verts, donc les débats, donc pour protéger l'environnement, etc. Mais le débat politique, quand ce qui est relié à l'environnement, et aussi, il devient handicapant par rapport aussi à l'investissement. Il faut faire très attention. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'il dise cette approche purement protectionniste de l'environnement, et aussi qu'elle sanctionne tout ce qui est le projet d'innovation. Il ne faut pas qu'il devienne un mouvement qui se radikalise avec le temps et qui devient handicapant à toute idée d'investissement ou d'innovation ou de création humaine. Très bien. Et M. Mansouri, la question que je dois vous poser, ça ne s'arrête pas seulement à l'éducation ou bien à la culture environnementale, mais aussi il faut imposer des normes pour éviter qu'il y ait une dégradation complète de l'environnement. Justement, avant de répondre déjà, je vais essayer de reprendre un petit peu par rapport à l'événement, déjà cet événement que je remercie déjà à la direction de l'environnement et l'université concernant l'environnement, l'aspect environnement en tant que journée qui est du 5 juin depuis en disant 72 à 60 généralisé à 74, à ce jour il y a une évolution. Mais cette année, spécialement cette année, le thème qui est relevé, c'est la biodiversité. En fait. Faire l'équilibre entre l'homme et la nature. Ça, c'est important de le savoir. Maintenant, revenons à la question de normalisation, soit ISO, beaucoup plus ISO qui travaille par rapport à la demande mondiale. Donc ISO, en tant que boîte déjà productrice de normes, elle ne produit pas de normes pour vendre. En fait, c'est totalement le contraire. Elle est là, elle trouve, on peut la considérer comme une plateforme là où on trouve un consensus international, consensus technique. Là où il y a beaucoup de chercheurs, il y a beaucoup de laboratoires, beaucoup d'experts de terrain qui se rassemblent pour essayer de trouver une solution.
Et depuis déjà l'environnement, parlant justement de la dégradation des entreprises, le professeur Zabar, il a cité la machine, la vieille machine, est-ce que la machine elle pollue ou pas? Donc il y a ce qu'on appelle, avant, on fait l'évaluation de l'environnement, tel que l'ingénierie, pratiquement le MENA, c'est beaucoup plus la phraséologie, voilà, l'assimilation, elle situe tel point, l'entreprise ou l'activité quelque part, elle situe dans tel point, de tel point, il y a la pluviométrie, la précipitation de l'eau, il y a le point géologique, aride, non aride, ça c'était beaucoup plus phraséologique, si je peux dire ça, mais sans apporter des preuves chiffrées. Et là, l'avènement de l'analyse de cycle de vie, qui était mon sujet d'intervention, en fait, c'est un moyen de prise de décision des chiffrés. Donc, ça veut dire n'importe quelle activité, soit service même, activité de service, même service à part le produit, il est évalué selon l'analyse de cycle de vie, ce qui est quantifiable, on peut voir, on peut simuler et voir. L'intérêt le plus important de ce fait, c'est de sauvegarder cet environnement. Quand on parle d'environnement, on ne parle pas que de déchets liquides, solides, mais non. On voit jusqu'à l'ACV, la beauté de l'analyse du cycle de vie. En fait, on fait l'analyse de la naissance, du fœtus, en fait, jusqu'à la tombe. Ça veut dire de A à Z. On doit quantifier de chaque étape de la matière première, ça veut dire de la ressource, jusqu'à la dégradation. Soit elle est dégradée, elle est jetée carrément dans la nature, soit elle est recyclée, donc elle revient à la boucle, soit elle est valorisée, telle que j'ai pris l'exemple de la friterie, donc elle est utilisée, donc on l'utilise. Et l'ampleur, je donnais un exemple. Si c'est pas méchant, je reviendrai sur ça lors de mes autres questions. Vous avez parlé de l'environnement. Pourquoi on a tendance, en Algérie, et notamment ici à Béjaïa, quand on parle d'environnement, on parle du traitement des déchets ménagers. Est-ce que l'environnement n'a que ce lien, il est limité aux déchets ménagers? Parce que l'environnement, c'est là où on vit. C'est composé de flore, faune et écosystème. En plus, c'est un secteur qui chevauche sur d'autres secteurs. Si vous allez par exemple aux forêts, vous allez trouver l'environnement. Si vous allez au service de la santé, il y a toujours l'environnement. L'industrie, nous sommes un secteur, oui, nous sommes un secteur horizontal. Nous touchons tout type de domaine. Mais le problème ici, ce n'est pas seulement ici à Béjaïa, c'est un problème sur le territoire national, puisque nous n'avons pas une politique de traitement de déchets. Mais là où vous allez trouver des déchets. Beaucoup plus, nous, les Algériens, nous avons deux milieux favorables pour jeter nos déchets. Malheureusement, nous trouvons soit le DPH, le domaine public hydraulique, soit les oueds, soit les plages, soit les forêts. Parce que la majorité, je parle maintenant sur le territoire de Béjaïa, les projets de l'État pour le traitement des déchets, c'est les CET et les décharges contrôlées. Elles sont toujours refusées, soit pour un problème d'opposition, soit pour un problème de terrain. Donc, c'est tout le monde qui limite l'environnement aux déchets. Voilà. Et vous avez maintenant mentionné, en ce qui concerne les CET ou bien les décharges surveillées. C'est un problème récurrent qui revient à chaque fois ici à la wilaya de Béjaïa, où il y a une très grande opposition, et même je dirais une opposition très farouche à ces projets-là. Quel est votre plan, je dirais pas le plan d'attaque, mais quel est votre plan pour un petit peu amadouer les citoyens? On aimerait bien qu'au moins pouvoir arriver à réaliser un seul CET ou bien une seule décharge contrôlée. Pourquoi? Quand on aura notre propre décharge avec la station de traitement de l'exiliat, avec un centre de tri, tout ce qu'il faut à l'intérieur, nous pouvons au moins faire changer les visions et les idées. Nous allons ramener toute tranche d'âge, les associations, la population, c'est pour voir avec leurs propres yeux c'est quoi une décharge contrôlée et c'est quoi un centre d'enfouissement technique. Le centre d'enfouissement technique, on n'enfouit pas n'importe quoi.
Tout ce qui est récupérable, on le récupère. Le verre, le métal, le carton, le plastique. Pourquoi on envie que les choses, là où on ne peut pas vraiment, on n'a pas une installation de traitement ou bien de recyclage de ce genre de déchets. Et en plus, en Algérie, nous avons un CET de type 1, ça veut dire un centre d'enfouissement technique pour les produits dangereux, les produits spéciaux dangereux. Il est situé à Bernat. Donc, c'est à Tébessa. Les autres CET, c'est de type 2, c'est les DAMA, les déchets ménagers assimilés. Et le troisième type de CET, c'est les déchets inertes, tout ce qui est gravat et tout ce qui est... Donc, on aimerait bien au moins pouvoir réaliser un seul pour pouvoir changer les mentalités. Concernant, et justement j'aimerais attirer l'attention, la différence entre une décharge sauvage et une décharge contrôlée. Parce que la majorité, quand nous citons qu'il y a un projet de décharge contrôlée, ils pensent directement que c'est une décharge, là où l'incinère a ciel ouvert. Non, la décharge contrôlée ou bien les CET, c'est le même principe. La différence, c'est la capacité d'accueil. Donc il y a un centre de tri, il y a un casier là où on fait que les choses qu'on ne peut pas récupérer, il y a les lagunes pour récupérer le lexivia, donc c'est tout une usine. Voilà. Professeur Fodel Medani, l'Algérie et par excellence la wilaya de Béjaïa a une diversité, si je peux utiliser le terme environnemental, incroyable. Donc on a la forêt, on a la mer, on a les oueds, on a les lacs, mais ce qu'on a remarqué, c'est qu'il n'y a pas une bonne stratégie dans ce sens pour la protection de cette richesse naturelle. Bonne stratégie ou mauvaise stratégie, je ne peux pas vraiment me prononcer, mais par contre, la manière dont vous avez présenté tout le littoral algérien, c'est-à-dire c'est plusieurs biotopes, soit le côté maritime, soit le côté forestier, le côté plaine, nous avons presque tous les biotopes possibles. Maintenant, il faut dire aussi que l'essentiel de la démographie algérienne se déroule sur ce littoral, c'est-à-dire presque 80% de la population, elle est au niveau de ce littoral, donc elle fait une pression anthropique importante sur tous ces milieux. Et évidemment, les réflexions de 1962 ou même les réflexions des années 70 ne devraient pas avoir lieu maintenant. On devrait réfléchir autrement, parce qu'en 1962, on était à peu près 11 millions d'habitants, et maintenant, vous prenez 80% des 43 millions d'habitants, c'est quelque chose d'immense. Donc, la manière comment approcher l'environnement devrait être complètement différente, mais surtout innovante. Pourquoi? Parce que ce qu'elle vient juste de dire Madame la directrice de l'environnement, par exemple pour les CET, il y a, pour que vous sachiez, pour le traitement de déchets, il y a à peu près 21 solutions, et il est grand temps vraiment de regarder les coûts de ces 21 solutions. Nous prenons le cas de Béjaïa, le fameux CET qui a été fermé, est un exemple. On a fait un CET et la population était contre le CET, parce que tout simplement pour moi, ce n'est pas quelqu'un s'est trompé dans la... Il n'y avait pas des études prospectives, il n'y avait pas aussi de la perspective. Tout devrait passer par des études, pas des études qui devraient durer dans le temps, mais ce sont des études qui devraient être commandées, qu'on mette des experts et qu'ils fassent de la projection. C'est-à-dire, avant de tester quelque chose, parce qu'on dit il faut tester tout d'abord un CET, il faut vraiment le tester en naturel, c'est-à-dire en nature, et ça c'est très difficile, mais on peut le tester par la simulation maintenant. On peut tester beaucoup de choses. Les lexivia dans les CET, c'est quelque chose vraiment qu'il faut assurer qu'il devrait être de zéro par rapport à la population environnante. Mais il y a aussi d'autres tests. Maintenant, il est grand temps. C'est vrai qu'on ne va pas compter sur ce pétrole qui est la source de l'énergie. Par les déchets, pour moi, c'est une source d'énergie. Donc, je suis un petit peu un grand supporter des idées par l'incinération, qui amoindrissent donc les grandes quantités de déchets et produisent de l'énergie. C'est-à-dire qu'il est grand temps que le déchet devienne comme une mine d'investissement. C'est-à-dire qu'il y ait des investisseurs privés qui viennent, qui proposent leurs idées. Donc vous avez la dimension administrative, la dimension élue et la dimension, ce qu'on appelle des scientifiques, mais vous avez aussi le côté pédagogique qui devrait être dans le milieu citoyen. Et pour changer nos comportements, si on va rebondir sur ce qui vient de dire le professeur Medani, le professeur Zama, est-ce qu'il faudrait, je ne sais pas, il y a une certaine différence entre les citadins, entre guillemets,
Et ceux qui habitent dans les contrées un petit peu éloignées, pour la récupération des déchets, donc il y a des déchets qui sont biodégradables. Les mamans à la maison, quand elles épluchent les légumes ou bien quand il y a des restes de fruits, ils sont naturellement, ils les laissent naturellement pour se dégrader, si je peux utiliser ce terme. Et dernièrement, la tendance revient avec le mouvement associatif. D'abord, moi je reviens pour les trois piliers que j'ai oubliés, c'est l'écosystème, l'écosocial et l'écoculture. C'est une chaîne. Donc, on ne peut pas enlever le social, on peut pas, le social de fait c'est lié au culturel parce que c'est le culturel qui domine, en fait c'est pas le social. Et par la suite, c'est ce qu'on appelle l'écosystème. C'est la culture qui donne forme à l'esprit. Pour changer de mentalité, c'est la culture qui donne forme à l'esprit, ce n'est pas la biologie qui donne forme à l'esprit. C'est-à-dire si on arrive à tout d'abord à déterminer c'est quoi une menace. C'est quoi une menace qui vient de l'humain vers l'environnement, après c'est l'environnement qui devient menaçant parce qu'elle est polluée. Donc aussi, il y a le concept du risque qui s'invite comme un concept important lié à l'environnement. Changer des mentalités, c'est une question de culture, parce que c'est la culture qui nous à l'esprit. Et ça passe par le processus de socialisation, comme je disais. Donc c'est pas facile. Il y a certaines pratiques anciennes que les humains ont pratiquées. Donc l'homme a pratiqué ce qu'on appelle sa gestion de déchets, d'une manière ancienne, anthropologique ou culturelle. Donc il a géré ses déchets. Maintenant, après un moment là où il y a une grande urbanisation, donc les gens ils n'ont pas le même mode de vie, et ils reviennent dans un espace urbain. Vous allez mettre ça où? Ce sont techniquement des déchets, c'est un sac à poubelle. Dans le milieu rural, ça c'est autre chose. Est-ce qu'on peut ramener la même configuration d'un mode de vie rural vers le mode de vie urbain? C'est le grand problème. Et ça amène d'une vraie réflexion pour le monde de demain, d'avoir peut-être l'aménagement de jardins, dans le jardin public. Il faut que les gens arrivent à mettre ça comme des engrais. Là, c'est une autre réflexion. Donc il faut préparer les gens à ça. Très bien, merci.